Je reviens d'un voyage dans le Bordelais où je me suis arrêté dans un domaine qui s'appelle le domaine Rousset-Péraguet. Rien à voir avec la forêt Péraguet, c'est effectivement en plein cœur du Sauterne, mais c'est un domaine totalement atypique par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est un domaine sans château, sans grande maison d'ailleurs. J'ai visité le vigneron sur le chemin du retour, je voulais absolument m'arrêter chez lui. Pour une simple raison, c'est qu'un jour je rentrais dans une boutique à Paris qui s'appelle Vintage et compagnie. Et là, j'ai été frappé de voir sur l'étalage des bouteilles de Sauternes qui ne ressemblaient à aucune que je ne connaissais. Et souvent, je trouve d'ailleurs que l'emballage extérieur dit déjà quelque chose. Quand on veut être différent des autres, ben, on n'adopte pas forcément les mêmes codes de l'apparence. Et en tout état de cause, là, j'ai effectivement acheté deux, trois bouteilles. J'ai parlé avec le caviste qui était un grand amateur de cette maison et m'a dit effectivement c'est une maison vraiment insolite, particulière, unique d'une certaine façon dans le paysage du vin et surtout dans le paysage bordelais. Parce qu'il s'agit d'un vigneron en fait, qui est en charge avec son équipe, bien entendu, mais on est loin de ce qu'on peut imaginer dans les familles châtelaines ou les grands groupes de luxe ou éventuellement aussi les compagnies d'assurance et les banques. Donc là, euh, j'ai acheté une bouteille, en fait j'ai acheté une demi-bouteille et j'ai invité des amis à dîner et nous avons ouvert cette bouteille au moment du foie gras. Et j'ai d'ailleurs dû poster une vidéo sur ce sujet-là. C'était en 2005, un Sauterne, et j'avais été totalement ébloui parce que je le découvrais en même temps que vous, en fait. Évidemment en différé, pas en direct, mais je le découvrais au moment où je me filmais. Là, cette fois-ci, c'est très différent parce que j'ai fait le parcours, je me suis renseigné, j'ai voulu aller voir Alain Desjans, donc, qui est le propriétaire viticulteur. Et voilà, j'ai fait une rencontre que je qualifie pour moi de exceptionnelle. C'est-à-dire des rencontres comme celle-là. Bon, j'ai rencontré beaucoup de vignerons dans ma vie, enfin pas énormément, mais j'en ai rencontré pas mal. Cette rencontre, je pense qu'elle me marquera à vie parce que c'est d'abord quelqu'un qui qui est tellement, qui communique une telle passion de son travail et de sa manière de faire qui est extrêmement personnelle qu'on ne peut pas rester indifférent. On peut ne pas aimer, hein, après. Moi j'adore, mais bon, c'est quelqu'un. Dire que il fait du vin bio, du vin biodynamie, c'est énormément réduire parce que la biodynamie, effectivement, c'est déjà un pas énorme quand un domaine passe en biodynamie. Là, en l'occurrence, il m'a donné l'impression qu'il travaillait nuit et jour dans les vignes, parce qu'en fonction des moments du mois et en fonction éventuellement aussi des astres, il fallait dynamiser la vigne d'une certaine façon, parce que dans biodynamie, il y a la dynamie, vie et dynamie, donc il faut dynamiser le raisin, c'est-à-dire donner de la vie au raisin pour que le raisin, une fois euh, euh, une fois vinifié, nous communique cette vie et c'est cette vie qui donne l'émotion au vin. Après, on peut trouver un vin structurellement très bien fait, très beau, avec de beaux arômes, bien équilibrés, mais il peut ne pas y avoir cette émotion, ce plus qu'on recherche, qui est en tout cas ce que je recherche dans le vin et qui est finalement mon moteur dans la passion cette boisson qui est absolument extraordinaire. Et donc, j'ai passé presque 2 heures avec Alain Desjans dans un tout petit caveau. Donc ce caveau est quand même euh, très franchement, c'est un petit caveau quoi. Et il m'a dit qu'il y en a trois comme ça. Et en fonction évidemment des différentes cuvées, des vieillissements. Alors lui, il est adepte d'un travail forcené dans les vignes. On ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'essayer de veiller ce qu'il veut faire. Alors il dispose de 58 parcelles. Ces 58 parcelles sont réparties en gros sur 3 lieux différents. Même sur chacun des lieux, elles ne sont pas forcément regroupées. Et il y a un lieu qui est en plein cœur du Sauterne, sur le plateau d'Yquem. On ne peut pas être mieux placé. Donc il a 40 vignes qui sont à côté de cette d'Yquem. Il n'y a pas qu'Yquem.
il y a Laforie Perraguet, il y a Suduiro, il a un autre groupe de parcelles qui est du côté de Barsac et un autre groupe du côté de Farc. Donc finalement, voilà, il a 3 groupes. Et avec ces 3 groupes, et derrière, il fait des assemblages, comme lui, il pense qu'il faut le faire, c'est-à-dire que c'est l'art de l'assemblage, c'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait peut-être plus que 2, ou parfois 1 plus 1, ça fait moins que 2, parce que l'assemblage, finalement, ne met pas en valeur, et au contraire, donc lui cherche justement à mettre en valeur les qualités. Alors lui, finalement, cultive les trois cépages. Il reste, donc évidemment le Sauvignon, mais il reste très attaché à la muscadelle, qui pour lui est un cépage extrêmement important. Donc on retrouve quand même, alors dans des proportions évidemment pas forcément majoritaires, mais en tout cas on trouve de la muscadelle. Et puis il a donc ces différentes parcelles qui sont éparpillées et sur lesquelles derrière il fait plusieurs cuvées. Mais plusieurs cuvées alors. Essayer de comprendre sa gamme, c'est plus compliqué que de comprendre les villages, les climats de Bourgogne, c'est dire. Donc c'est un vrai puzzle. Lui, sûrement, doit être un des rares à connaître toutes les cuvées, mais en tout cas, j'en ai goûté 8 au total. Et crescendo, parce qu'il a tenu absolument à faire d'un certain ordre, et aussi tenu à ce qu'on les déguste à température de cave pour pouvoir en apprécier tous les arômes, toutes les qualités. Voilà, donc nous avons passé 2 heures à parler pas seulement de vin, mais évidemment de vie, aussi de certaines façons de voir les choses de manière à la fois philosophique et à la fois scientifique. Parce qu'il a étudié l'astronomie, il a étudié la physique, la chimie, donc il aime bien d'un côté essayer de voir, de suivre son intuition et puis de la corroborer avec des faits scientifiques. Et derrière, il mesure, il mesure, il mesure, il mesure. Et puis, il est partisan de très longs élevages. Donc, c'est des élevages qui peuvent durer 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il a aussi des crèmes de tête. Les crèmes de tête, ce sont des tris des meilleurs raisins. Et puis, il a la particularité de commencer à vendanger quand pratiquement tout le monde a fini de vendanger. Donc, il commence à vendanger mi-octobre, deuxième quinzaine d'octobre, et il peut vendanger jusqu'en décembre. Alors, il n'est pas le seul à le faire, mais disons que sa fenêtre de vendange est décalée par rapport aux autres, même s'il est arrivé que certaines années, Yquem vendange pratiquement à Noël, ou le 21 décembre, lui aussi le fait, mais lui démarre plus tard. Et bon, il démarre plus tard parce qu'il est tellement proche de ses vignes, et puis parfois, peut-être qu'il prend des risques, mais en tout cas, le résultat est absolument éblouissant. Alors, je peux en parler pendant 1 heure, c'est absolument passionnant. Le personnage est quelqu'un vous l'avez compris, de remarquable, qui m'a en tout cas laissé une impression formidable. On va passer au vin. Aujourd'hui, ce que nous allons déguster, c'est un Sauterne, qui est une réserve 2008. Alors, il a été mis en bouteille il n'y a pas très longtemps, je pense, donc il doit avoir 12-13 ans de mise en bouteille. Alors, en fonction évidemment du taux de sucre, il y a parfois des cuvées avec énormément de sucre résiduel, donc il y en a qui sont un peu moins sucrées. Celle-là, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, elle est sur l'appellation Sauterne. Je pense que c'est le dernier millésime en appellation Sauterne, parce qu'il a fait les choses tellement différemment à un moment donné de l'AOP, quand l'AOC est passé en AOP, je pense en 2009, qu'il s'est résolu, après force bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il s'est résolu à sortir de l'appellation et il est passé en vin de France. Alors, il ne souffre pas du tout, ni dans les vignes, ni au chai. Très simple. Par contre, effectivement, il stimule le raisin pour que ce raisin fabrique des soufres naturels. Alors, quand on fait des relevés de soufre, on trouve du soufre, mais c'est du soufre naturel, à l'opposé des sulfites qui sont des composés, souvent d'ailleurs, des composés fabriqués. Voilà. Donc là, on est sur une réserve 2008 en 2000 bouteilles, à 14% d'alcool, évidemment du sucre résiduel, bien entendu. Voilà. Alors, les couleurs déjà,
les couleurs de Monsieur Desjans, Rousset Péraguet, sont souvent plus proches de l'orange que de l'or. Voilà. Et ça, c'est dû, lui me dit que c'est la couleur naturelle que devait avoir un sauterne, si on le laisse faire, tel que, en tout cas, lui le fait, sans aucun intrant que de l'indigène, avec évidemment des tisanes, comme préconise la biodynamie, mais lui les adapte à sa façon, et il fait ses dosages lui-même, etc. Donc là, on est effectivement sur une couleur d'un vin orange, d'une certaine façon. C'est ce que d'ailleurs j'avais perçu avec le 2005. Ce qui m'avait d'ailleurs frappé, c'est que de trouver un 2005 en vente, comme ça, chez un caviste en 2022, c'est rare. Voilà. Donc c'est une très belle robe, assez claire. Alors, lui ne filtre pas du tout ses vins, mais je dois dire qu'elle est très claire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis il y a des beaux reflets et puis de belles jambes qui se forment. On est quand même à 14 degrés d'alcool, plus le sucre. Alors, ce que j'aime bien dans la consistance, il y a une certaine viscosité dans ces vins, presque une onctuosité, presque. Voilà. Ah, le nez explosif. Et pratiquement tous les vins que j'ai dégustés chez lui, alors celui-là, je viens de l'ouvrir. Alors peut-être que le nez demain sera différent, je vais en laisser pour demain. Mais là, déjà, le nez est quand même assez beau. Alors c'est un nez, pour moi, c'est coin Mirabelle, c'est la pâte de coin, ça me rappelle la pâte de coin de mon enfance. Et aussi des fruits exotiques, sans trop les définir, avec un côté épicé, oui, un côté épicé. Après agitation, c'est à peu près le même. D'ailleurs, c'est ce que j'avais constaté dans son caveau. Il n'y a pas de grande évolution, mais là, on est effectivement sur quelque chose de- d'embaumant. Voilà. Alors, déjà, il y a une pureté dans ce vin. Il y a tout ce baume qui est vraiment difficile à décrire. Il faut l'avoir dégusté parce que on a l'impression à la fois de boire, évidemment, parce que c'est liquide, mais il y a cette onctuosité qui ressort. Il y a en haut du palais comme une petite pointe euh, très légèrement mentholée, peut-être, je dirais presque anisée, mais tout le reste, c'est de la pâte de fruits, presque de la marmelade. Euh, il n'y a pas d'écorce, mais on imagine que la peau a bien participé au travail. Et là, on est, alors que c'est que le jus, mais évidemment, on est sur du sauterne, donc sur de Botrytis cinerea, donc ce champignon qui fabrique une pourriture noble en fait, qui rentre dans le raisin et qui a soif et donc qui se nourrit, si je puis dire, ou qui boit le liquide à l'intérieur pour le transformer presque en un raisin sec, presque. Voilà, c'est ça l'effet majeur de la pourriture noble. Et là, très franchement, on est sur de la concentration inouïe, quoi. Vraiment, avec, on a envie presque de croquer, on croque pas, mais c'est presque ça. Et puis, il y a un tel plaisir, une telle brillance en bouche, un tel éclat, voilà, un tel éclat lumineux, que c'est vraiment un énorme plaisir. Je vais redéguster une deuxième gorgée. On est vraiment sur le fruit, euh, marmelade, pâte, et puis une énorme euh, aération à l'intérieur de la bouche, et puis beaucoup d'éclat, et une longueur qui paraît infinie. Voilà. Très très beau vin, très beau domaine. Alors, qu'en est-il de ce domaine? Donc Alain Desjans nous a dit qu'il avait vendu ses raisins, enfin ses raisins, ses vignes,
ses vignes, pardon, pas ses raisins, ses vignes. Donc maintenant, il n'est plus propriétaire. Et à partir de là, il a des vins qui sont en, en fabrication, si je puis dire, en vinification, en élevage. Alors, on peut être tranquille pendant quelques temps, puisqu'il a encore 600 barriques. Donc, vous faites le compte par 300 bouteilles, et parfois des demi-bouteilles, parfois des bouteilles de 50 centilitres. Il jongle avec les formats, et parfois même des magnums. Donc, il y a un peu de tout. Donc, je pense qu'on a encore une dizaine d'années devant nous pour découvrir de nouveaux vins de ce domaine-là, et voir effectivement la diversité de ce qu'il peut faire, y compris dans des vins oxydatifs. Donc voilà, un domaine que je vous encourage à découvrir si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller demander où vous pouvez le trouver, soit chez votre caviste à Paris ou en province ou n'importe où dans le monde, parce que 70% de son vin est vendu à l'export, donc on doit quand même pouvoir le trouver dans pas mal de pays dans le monde, en des importateurs. Voilà, donc un vin de pur plaisir qui peut accompagner une partie du repas, mais qui peut être aussi dégusté comme ça, tout seul, parce que c'est un tel régal. Voilà, à votre santé et puis à très bientôt.